Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Yanis Varoufakis, économiste, ancien ministre des Finances de la Grèce et également auteur extrêmement prolifique. Soyez le bienvenu dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, il semble que nous soyons arrivés, je suppose, au bout du chemin en ce qui concerne le fonctionnement du système économique international tel qu'il a existé ces dernières décennies. Ainsi, Trump semble reconnaître que les États-Unis sont dans une position difficile et a lancé un effort pour réorganiser l'économie mondiale à leur avantage, ce qui inclut une guerre commerciale très perturbatrice contre à la fois des adversaires et des alliés. Mais si l'on prend un peu de recul par rapport aux détails quotidiens, que sommes-nous réellement en train d'observer ici en termes d'objectifs des États-Unis et de la manière dont ils tentent de les atteindre? L'objectif des États-Unis est resté le même depuis la Seconde Guerre mondiale, et il s'agit probablement de l'Allemagne. Les États-Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale en ayant essentiellement hérité de l'Empire britannique après la faillite de ce dernier. La doctrine Truman allait de pair avec le système de Bretton Woods. En somme, il s'agissait de maintenir l'intense production manufacturière américaine après 1945. Leur grande crainte à l'époque était qu'avec la fin de la guerre et la disparition de la nécessité de produire à plus de 100% de la capacité, les États-Unis soient sérieusement menacés de revenir à 1929, à une grande récession, une grande dépression. Et la façon d'éviter cela était de s'assurer que les États-Unis deviennent un exportateur net. C'était le même modèle, si vous voulez, que celui de la Chine aujourd'hui. Mais ils étaient suffisamment nuancés et intelligents pour comprendre qu'on ne peut pas maintenir des exportations nettes indéfiniment, à moins de transférer une partie de ces excédents vers les régions déficitaires de son système économique mondial, afin de soutenir la demande pour ces exportations nettes. Ainsi, l'Europe et le Japon ont été dollarisés, soit par le biais du plan Marshall, soit par des crédits ou des prêts, qu'ils soient privés ou publics. Cela importait peu. Je veux dire qu'une grande partie des excédents américains étaient envoyés en Europe et en Asie, afin qu'ils puissent maintenir les exportations nettes des États-Unis. C'était le système de Bretton Woods. Ce système était voué à disparaître dès lors que les États-Unis n'avaient plus d'excédents. Et c'est à ce moment-là que le Trump de l'époque, un gentleman que vous vous rappellerez sous le nom de Richard Nixon, a fait exploser le système monétaire et le système commercial mondial que les Américains avaient créé. Donc vous voyez, ce que fait Trump a déjà été fait auparavant. Un président américain a déjà fait exploser le système financier et commercial mondial conçu et construit par les Américains. Et cela a marqué une période, à partir du milieu des années 1970, d'un mécanisme mondial de recyclage inversé. Au lieu que les excédents américains soient recyclés vers le reste du monde, ce sont les déficits américains qui ont fourni la demande globale massive nécessaire à la poursuite du miracle économique allemand, du miracle économique japonais, puis à l'enracinement et à la croissance du miracle économique chinois. Donc, pour le dire très vulgairement, mais je pense d'une manière qui n'est pas trompeuse, essentiellement, l'économie américaine générait la demande globale pour les exportateurs allemands, japonais et chinois. Ils étaient payés en reconnaissance de dettes appelées dollars. Et ces dollars retournaient aux États-Unis via Wall Street pour financer le gouvernement américain, la bourse américaine et l'immobilier américain. Voilà la situation. Et bien sûr, ce tsunami de capitaux qui affluait vers Wall Street nécessitait la déréglementation de Wall Street. Les banquiers sont devenus fous. Ils ont commencé à construire d'énormes, gigantesques piles
de produits dérivés toxiques par-dessus cela. Et tout s'est effondré en 2008. Ce système entier est alors entré dans une crise très grave, ce système de recyclage très étrange. Et vous savez, la combinaison du socialisme pour les banquiers, c'est-à-dire l'assouplissement quantitatif, la création monétaire pour les banquiers, et de l'austérité pour presque tout le reste, la grande majorité, a provoqué un effondrement très important de l'investissement aux États-Unis et en Europe. En Europe, les seuls qui ont réellement investi une partie de l'argent, beaucoup de l'argent créé par les banques centrales, étaient les grands propriétaires de la tech, vous savez, les Amazon, les Google, les Metas, etc. C'est pourquoi nous avons une nouvelle forme de capital. Je l'appelle le capital du cloud, qui n'utilise rien d'autre que du pouvoir. Le pouvoir d'extraire des rentes du reste de l'économie. Et dans ce contexte, alors que les États-Unis étaient activement décimés par le processus de désindustrialisation, la classe rentière américaine s'en sortait vraiment très bien. Les personnes qui vivaient des marchés financiers et de l'immobilier prospéraient grâce à tout ce recyclage de l'argent ou des profits des autres que maintenait le déficit commercial américain. Mais si vous étiez ouvrier du bâtiment ou ouvrier dans l'industrie, un travailleur manuel du Midwest, vous étiez décimé. Puis Trump est arrivé en disant que cela ne pouvait pas continuer, que l'on était allé trop loin et qu'il allait rendre sa grandeur à l'Amérique. En d'autres termes, il allait rééquilibrer la relation disproportionnée entre le monde du dollar et la capacité manufacturière américaine, qui était devenue totalement déséquilibrée, pour le dire autrement. La finance américaine, le monde dollarisé, est devenu un parasite gigantesque qui se nourrissait d'un tout petit organisme, l'industrie manufacturière américaine, qui rétrécissait. Maintenant, cela ne veut pas dire que ce que Trump promet, il va l'accomplir. Cela ne signifie pas que parce que Nixon a réussi son choc, Trump réussira le sien. Cela ne veut pas dire qu'il y aura une continuité, car il ne s'agit pas seulement de ce que Trump fait pour que ce projet fonctionne. La prochaine administration et celle d'après devront également participer. Nixon ne l'a pas fait tout seul. Carter, Reagan, puis Bush ont poursuivi cette politique. Nous vivons donc une époque très intéressante. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, alors que Trump semble vouloir essayer de rendre sa grandeur à l'Amérique, il y a ces efforts de réindustrialisation et de gestion de la dette. Et je suis d'accord. Je pense que Trump a vu juste sur certains points en ayant le doigt sur le pouce, en reconnaissant que la situation est intenable. Mais je suis un peu critique envers ses initiatives quant à la manière dont il compte traverser le choc, comme tu le dis. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe? Parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avions en quelque sorte un accès préférentiel au marché américain, aussi pour des raisons politiques, et nous avons bénéficié de l'énergie bon marché des Russes. Comment les Européens se réorganisent-ils? Ou que font-ils dans cette guerre commerciale pour essentiellement bâtir un nouveau modèle économique dans lequel ils pourraient prospérer? Mais la réponse, c'est pas grand-chose. Quoi qu'ils fassent, ils le font dans un état de panique, sans aucune planification. Le monde créé par le choc Nixon est celui qui a engendré l'euro, la zone euro. Car en y réfléchissant, ce que Nixon a fait en 1971, c'est expulser l'Europe de la zone dollar. En 1971, nous avions des taux de change fixes avec le dollar. En d'autres termes, nous avions le dollar. Nous faisions partie de la zone dollar, même si nous avions nos propres monnaies nationales dans nos poches. Réfléchissez, pendant 20 ans, nous n'avions pas besoin de vérifier les taux de change, parce qu'ils étaient les mêmes. Les taux d'intérêt étaient plus ou moins entre 4 et 5%, constants. C'était un monde magnifiquement ennuyeux. C'était le monde dans lequel la machine industrielle allemande est devenue si remarquablement performante.
Et vous savez ce que les Américains ont fait en 1971? C'est de nous mettre dehors. Ils nous ont effectivement jetés en pâture au loup. Souvenez-vous du secrétaire au Trésor américain qui est venu au nom de Richard Nixon, les Européens en 1971, John Connally, qui allait partout en disant « Je me fiche de votre problème, mon vieux. Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. » Et dans un état de panique totale dans les années 70, les Européens ont commencé à essayer de créer leur propre système de Bretton Woods, leur propre régime de taux de change fixe. La raison pour laquelle ils en avaient besoin, c'est parce que l'Union européenne, Glenn, a été construite comme un cartel de grandes entreprises. Je veux dire, son premier nom était la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc c'était comme ce que fait l'OPEP avec le pétrole. Ils voulaient faire la même chose avec le charbon et l'acier. Il s'agissait de limiter la concurrence, d'avoir des prix stables, des prix convenus, des prix de cartel. Et puis bien sûr, ils ont intégré les agriculteurs avec le traité de Rome, à qui ils ont offert une part des profits de l'industrie lourde. C'est ce qu'est une politique agricole commune. Or, pour qu'un cartel fonctionne, comme nous le savons avec l'OPEP, il faut une monnaie commune ou des taux de change fixes. Parce que, si les taux de change fluctuent, il devient vraiment très difficile de maintenir la collusion. Car dans un cartel, comme nous le savons tous, et comme nos étudiants l'apprennent en première année d'économie, les cartels sont instables. Ils sont soumis à des forces centrifuges. Et si l'on permet au prix de varier parce que les taux de change varient, alors il est impossible de maintenir le cartel. L'Europe avait donc besoin de cette construction. La structure de type cartel de l'Union européenne nécessitait une monnaie commune. Nous nous sommes donc engagés dans ce processus. D'abord, il y a eu le serpent, si vous vous souvenez, puis le système monétaire européen, ensuite le mécanisme de taux de change. Tout ce que nous avons fait a échoué, et donc nous avons décidé de fédérer notre monnaie, de créer une monnaie commune, l'euro. Mais dans le processus, nous avons oublié de créer un trésor commun. Nous avons oublié de mettre en place les institutions démocratiques capables de gérer la politique monétaire d'une manière ne serait-ce qu'un tant soit peu démocratique. C'est bien sûr ce qui a causé la crise de l'euro. Et comment ont-ils géré la crise de l'euro? Par des mesures d'austérité dures, incroyablement dures, et beaucoup d'impression monétaire. Ce qui, bien sûr, signifiait que Volkswagen n'investissait rien, car s'ils reçoivent tout cet argent gratuit et que les clients n'ont pas les moyens d'acheter des Volkswagen chers ou des machines de type Tesla, des voitures de nouvelle génération, ils n'investissent pas là-dedans. Ils prennent l'argent que la BCE a imprimé. Ils vont à la bourse de Francfort et rachètent leurs propres actions. Le cours de l'action augmente. Les dirigeants de Volkswagen s'enrichissent énormément parce que leurs salaires sont liés au cours de l'action. Et pendant 15 ans, il n'y a eu aucun investissement. Pendant ce temps, la politique devient toxique parce que lorsque vous appliquez l'austérité au peuple allemand, au peuple français, au peuple grec, etc., tout le monde finit par se détester. Vous allez voir des Européens, même des Européens progressistes, et vous leur dites « Et si on fédérait maintenant ?» Ils répondent « Va-t'en, juste va-t'en, ne m'en parle même pas. » Ce sont des personnes qui voulaient une fédération européenne il y a quelque temps. Donc la politique est devenue toxique, il n'y a aucune coordination, nous n'avons aucun leadership. Autrefois, vous savez, j'étais notoirement opposé à quelqu'un comme Angela Merkel, n'est-ce pas? Mais au moins, c'était une dirigeante. Au moins, elle avait du capital politique. Maintenant, on a des poules sans tête qui courent dans tous les sens. Comme vous savez, ce type, Merz, qui n'a même pas réussi à se faire élire la première fois comme chancelier d'Allemagne. On a Macron, un président en fin de mandat. Quand j'étais au gouvernement, il y avait un affrontement très sévère entre le Nord et le Sud. Maintenant,
on a un affrontement encore pire entre l'Est et l'Ouest. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Pardonnez ma réponse un peu longue, mais votre question était « Comment l'Europe réagit-elle au choc Trump ?» Eh bien, elle ne réagit pas. Parce que pour réagir, il faut avoir un centre de décision politique cohérent. Et nous ne l'avons pas. Vous avez Merz, qui veut un accord de libre-échange avec Trump. C'est tombé directement dans le piège que Donald Trump est en train de tendre. Vous avez Macron, qui ne veut pas cela, qui veut autre chose. Ni Merz, ni Macron n'ont de pouvoir sur la Commission européenne. Vous avez Ursula von der Leyen, qui a créé un petit cercle fermé autour d'elle. Elle n'a aucune légitimité, aucun soutien démocratique de qui que ce soit. Elle concentre le pouvoir entre ses mains, fait des choses vraiment idiotes, qui n'ont absolument aucun rapport avec le vrai problème de l'Europe, à savoir qu'il nous manque environ 600 milliards par an en termes d'investissement. Nous avons un déficit d'investissement de 600 milliards par an, et personne n'en parle. Et quand c'est le cas, vous savez, je n'ai pas beaucoup de cheveux, mais les quelques-uns qu'il me reste, je les arrache parce qu'ils parlent de moteurs militaires. Ils vont acheter des chars et des torpilles, et je ne sais quelles autres idées idiotes ils ont sur ce qu'ils vont acquérir. Cela ne va pas générer de croissance. Cela fera grimper le cours des actions de Rheinmetall, d'Alstom et d'autres. Mais cela n'aura aucun impact macroéconomique significatif pour l'Europe. Donc, pour résumer la réponse à votre question, l'Europe est en train de prendre du retard. Je pense que le manque de cohésion politique et de capacité de décision est évidemment un problème clé, et je suppose que je partage votre pessimisme concernant le keynésianisme militaire. Mais un élément essentiel à prendre en compte dans l'ajustement ou le choc actuel de l'économie internationale serait aussi le changement des industries, puisque nous assistons maintenant à ce que beaucoup appellent la 4e révolution industrielle. C'est un sujet dont vous parlez souvent. L'Europe est à la traîne dans le secteur technologique, surtout maintenant que tout se numérise. Nous voyons les technologies numériques fusionner de plus en plus avec les industries physiques du monde, ou les transformer. Quels sont les principaux défis pour l'Europe à cet égard? Y a-t-il quelque chose qui se prépare, ou l'Europe se contente-t-elle de se subordonner à l'Amérique? Que voyez-vous dans ce réalignement? C'est encore pire que ça. Ils essayent de se subordonner à un dirigeant, Trump, qui ne veut même pas d'eux comme subordonnés. Il supplie « Laisse-nous être tes esclaves » et lui répond « Non, je ne veux pas que vous soyez mes esclaves. » Donc c'est assez comique en réalité. Écoutez, la raison pour laquelle nous avons pris du retard dans les technologies du futur, qui sont quoi? Les énergies vertes, comme les panneaux solaires, l'énergie éolienne et la fusion. C'est parce que nous n'avons rien investi. L'Allemagne était le premier producteur de panneaux solaires en 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont arrêté d'y investir. Les Chinois les ont dépassés de 2 révolutions industrielles, pas seulement d'une. Ils ont 2 révolutions industrielles d'avance sur les fabricants européens de panneaux solaires, et c'est pareil pour les véhicules électriques. Cette idiotie selon laquelle les Chinois inondent le marché de produits bon marché à cause des subventions du gouvernement chinois, tout cela, c'est des balivernes. Ils ont tout simplement des technologies que nous n'avons pas dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi. Nous avons passé les 20 dernières années à ne pas investir. Et à un moment donné, il faut en payer le prix. Quand on rate 20 ans d'investissement en pleine révolution technologique, c'est fini. C'est trop tard. Et ce qu'ils ont fait, au lieu d'investir, c'est réglementer. Dans leur immense ineptie, ils se sont dit « Bon d'accord, on n'investit pas, mais nous sommes une économie de 500 millions de personnes. » Ce qui est vrai. Et à cause de notre poids,
à cause de notre importance, de notre taille, nous allons réguler, nous allons imposer nos propres normes au reste du monde. Eh bien, vous savez, cette politique ne fonctionne pas très longtemps. Si vous ne possédez aucun capital numérique, ce que j'appelle le capital qui vit dans le cloud, alors à un moment donné, ce capital numérique va dépasser vos propres réglementations. Vous avez entendu les discussions à Bruxelles. Si Trump impose ces terribles droits de douane sur nos produits, sur nos voitures, ceci et cela, sur l'aluminium, sur nos sacs Hermès et Louis Vuitton, etc., alors nous allons imposer des taxes numériques aux géants de la tech, à la Silicon Valley. Eh bien, d'ailleurs, je suis totalement en faveur d'une taxe sur les géants de la tech. J'appelle ça la taxe sur le cloud. J'ai plaidé en sa faveur. Mais vous savez quoi? Ils ne le feront même pas, parce qu'ils ne sont que du vent. Et ils ne le feront pas parce que, contrairement aux Chinois, qui ont développé leurs propres géants de la tech, pour chaque grande entreprise technologique américaine, il y a un équivalent en Chine, qui est en réalité meilleur que l'américain en termes de fonctionnalité. Vous savez, Baidu, Tencent, Bilibili, Alibaba, si vous les comparez techniquement, ils sont meilleurs. Ils sont vraiment meilleurs que les Américains. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien en Europe. Et ce que nous faisons, c'est que nous le vendons. Vous savez, Volt a été vendu à la Silicon Valley américaine. Donc je n'ai aucun doute que si Bruxelles essaie de riposter contre les droits de douane américains sur les produits européens, avec une grande taxe sur le cloud pour les géants de la tech, les géants de la tech feront du chantage à l'Europe. Tout simplement en disant « Nous couperons tous les services aux Européens ». Et alors, qu'est-ce qu'Ursula von der Leyen dira aux Européens? Vous n'avez plus accès à YouTube. Vous n'avez plus accès à X. Vous savez, les Américains peuvent très facilement faire cela pendant quelques mois. Il ne leur faudrait qu'une semaine de coupure de YouTube pour les Européens pour que toute la Commission s'effondre. Donc, ce sont toutes des menaces non crédibles dans notre langage économique. Eh bien, ce que l'on ferait habituellement pour surmonter ces défis, c'est-à-dire une dépendance excessive à un acteur étranger, ce serait de rechercher une plus grande autonomie stratégique. J'imagine la souveraineté technologique ainsi que la diversification de vos partenariats extérieurs. Mais il semble que les Européens se coupent d'autres centres clés, la Chine étant l'un des plus importants. J'ai été content que vous mentionniez la Chine, car eux ne font pas cela. Ils développent leur autonomie stratégique. Ils diversifient leurs partenariats étrangers. Mais dans cette guerre économique, puisque les deux principaux acteurs semblent être évidemment les États-Unis et la Chine, qui détient la plupart des atouts ici, comment voyez-vous l'évolution de cette guerre économique? Pourquoi les Chinois ne ripostent-ils pas de manière plus marquée? Comment analysez-vous la situation? Les Chinois sont les adultes dans la pièce. Ce sont eux qui réagissent de manière très conservatrice, rationnelle et sensée. Et ils ont un plan. Les Européens n'ont pas de plan. Le plan qui nous manque principalement, c'est un plan macroéconomique et d'investissement. C'est la seule chose que nous n'avons pas. Nous avons toutes sortes d'autres plans et de réglementations, mais ce dont nous avons vraiment besoin, nous ne l'avons pas. Et nous ne travaillons même pas à l'obtenir. Permettez-moi donc de dire qu'il y a 3 choses qui auraient dû être faites hier, mais faisons-les au moins aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elles seront faites, mais laissez-moi vous dire ce que c'est. Premièrement, ne faites rien en ce qui concerne Trump. N'allez pas le voir. Ne ripostez pas et n'allez pas mendier un accord commercial. Ignorez-le simplement. À la place, ouvrez une ligne de communication avec Pékin. Je ne dis pas que nous devrions devenir des vassaux de Pékin de la même manière que nous avons été des vassaux des États-Unis. Non, mais il faut se coordonner. Premièrement, supprimez tous les droits de douane que l'Union européenne a imposés à la Chine à la demande des États-Unis.
Ces droits de douane sur les panneaux solaires, par exemple, nous ont été imposés par Washington. Washington a appelé Bruxelles et a dit « Vous mettez ces droits de douane sur les Chinois parce que nous sommes en guerre avec les Chinois. » Eh bien, vous savez, les Américains sont en guerre contre nous. Pourquoi devrions-nous être en guerre contre les Chinois? Parce que les Américains le sont. At war with the Chinese because the Americans are at war. We need solar panels. They make really good solar panels, very cheap. Nous avons besoin de panneaux solaires. Ils fabriquent d'excellents panneaux solaires à des prix très bas, n'est-ce pas? Alors achetons-les sans obliger nos propres citoyens en Europe à payer le prix fort pour quelque chose dont nous avons réellement besoin, n'est-ce pas? Premier point, supprimer les droits de douane imposés par l'Europe au nom des États-Unis. Deuxièmement, coordonner un programme de relance commun entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale de Chine, car la Chine et l'Union européenne ont toutes deux besoin d'une relance coordonnée pour faire face aux vagues de récession qui nous menacent à cause de l'impact des droits de douane de Trump sur le commerce mondial. Troisièmement, trouver des moyens de collaborer à une production conjointe. Find ways of collaborating on joint production. Nous avons déjà fait cela. Ce sont Siemens et Alstom qui sont allés en Chine et les ont aidés à construire des chemins de fer qui sont aujourd'hui bien meilleurs que les nôtres. Pourquoi n'avons-nous pas la même chose? Pourquoi n'avons-nous pas de co-entreprise entre Volkswagen et BYD pour produire des voitures électriques en Allemagne, par exemple? Voilà donc la première chose que je ferai. La deuxième chose serait de lancer immédiatement un programme d'investissement qui comblerait le déficit d'investissement que j'ai mentionné tout à l'heure, d'environ 600 à 700 milliards chaque année. Et la façon de le faire, il ne faut pas passer par un fonds de relance absurde comme celui que nous avons créé pendant la pandémie, ce qui était une idée terrible. Parce qu'en réalité, cela revenait à taxer les travailleurs allemands pauvres pour donner de l'argent aux oligarques en Italie et en Grèce, pour le dire très succinctement et de façon percutante. C'est exactement ce que c'était. Et c'était comme dire au peuple allemand et au peuple néerlandais, plus jamais avec ces Grecs et ces Italiens. Mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'un programme d'investissement pan-européen qui ne finance pas les gouvernements, mais des projets spécifiques potentiellement rentables, où qu'ils se trouvent, dans le sud de l'Europe, dans le nord de l'Europe, etc. Et nous savons qu'il nous faut environ 600 à 700 milliards pour cela. Maintenant, il n'y a pas de temps pour discuter des euro-obligations et d'un trésor fédéral, car, comme je l'ai dit plus tôt, ce débat a été empoisonné il y a longtemps. Mais nous avons la Banque européenne d'investissement, qui émet des obligations. Eh bien, donnez-leur le feu vert pour émettre 600 milliards d'euros d'obligations chaque année pendant les 5 prochaines années, disons. Et faites en sorte que la Banque centrale européenne déclare que, si nécessaire, elle interviendra sur les marchés secondaires pour les acheter. Cela signifie que les obligations de la BEI que je propose auront des taux d'intérêt inférieurs à 2%, peut-être même inférieurs à 1%, car elles seront très sûres si la BCE les soutient. Et vous prenez ces 600 ou 700 milliards et vous les investissez dans les technologies qui nous font tant défaut. Et vous le faites à l'échelle pan-européenne. Vous ne le faites même pas via les gouvernements. Vous le faites à travers, par exemple, un programme européen d'investissement, comme le plan Marshall était un programme américain d'investissement. Voilà donc la deuxième chose que je ferai. Et la troisième chose serait de créer un portefeuille numérique à la BCE pour chaque citoyen européen. Vous pouvez le télécharger depuis le Google Play Store ou l'Apple Store, ou n'importe où, comme les Chinois peuvent le faire. Car la Banque centrale de Chine a offert aux Chinois un compte bancaire numérique gratuit. Ce que vous obtenez, c'est que tout l'argent que vous avez sur ce portefeuille perçoit le taux au jour le jour de la Banque centrale, ce qui est une façon fantastique de concurrencer la Chine.
Les banques commerciales, qui sont déplorables, sous-rémunèrent leurs épargnants et surfacturent leurs emprunteurs. Et soudain, vous disposez de ce nouvel espace numérique incroyable de paiement gratuit, de paiement transfrontalier. C'est ainsi que vous rivalisez avec le WeChat chinois, avec la monnaie numérique chinoise. C'est ainsi que vous forcez les banquiers. En gros, vous leur dites qu'ils n'ont plus le monopole du système de paiement. Si vous voulez offrir de bons services aux clients, faites-le. Avant de conclure, juste une toute dernière question rapide. Pourquoi ne faisons-nous pas réellement ces choses alors? Je sais que vous avez qualifié l'Europe de continent stupide tout à l'heure, mais s'agit-il d'un manque de connaissances, d'idéologie? Comment comprenez-vous cela? C'est une combinaison d'idéologie et d'opportunisme. Prenez par exemple le système de paiement numérique que j'ai mentionné. Les banques de Francfort et celles de Paris vont décapiter tout politicien qui le proposerait, car en réalité, cela reviendrait à leur retirer leur monopole sur le système de paiement. Lorsque j'ai proposé cela en 2015, non seulement j'ai été diabolisé, mais comme je l'ai dit, j'ai été décapité sur le plan discursif. Toutes sortes d'absurdités étaient publiées partout, sponsorisées par des banquiers qui voulaient vraiment me faire tomber, m'annuler en tant qu'entité, car cela représente beaucoup d'argent pour eux. En ce qui concerne l'organisation, la création de ce programme d'investissement, voyez-vous, mon point de vue est que l'establishment financier et industriel allemand n'a pas encore accepté l'euro. Nous avons l'euro depuis 1992, ou presque, depuis le traité de Maastricht, n'est-ce pas? Mais ils ne l'ont pas vraiment accepté. Ils l'ont accepté, mais ils veulent conserver leurs droits et leur possibilité de sortir de l'euro. C'est cela, l'establishment allemand. Ils nous ont permis d'utiliser leur Deutschmark sous la forme de l'euro, mais ils veulent pouvoir tirer la prise et s'en aller. Ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas accepter autant de dettes communes. Donc la raison pour laquelle ils refusent la dette commune, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas avoir de programme commun d'investissement, c'est le droit pour l'Allemagne de sortir de l'Europe. Même parmi les Européens les plus convaincus qui ne veulent pas quitter l'Europe. Parce qu'ils comprennent, et ce n'est pas une idée irrationnelle de leur part, que la meilleure façon d'avoir une influence maximale au sein de l'Europe est de disposer d'une stratégie de sortie, alors que les Italiens et les Français n'en ont pas, car ce sont des pays déficitaires. C'est ce qui leur donne plus de pouvoir que les pays déficitaires. Mais dès que vous êtes enfermé dans une dette commune, c'est la raison pour laquelle la Californie ne peut pas quitter l'union monétaire du dollar, car il est impossible de savoir quelle part de la dette souveraine américaine correspond à la Californie. Voilà. C'est mon analyse psychologique des raisons pour lesquelles ils ne font pas ce qu'au fond, ils savent aussi qu'il faudrait faire. Vi semmer concentré. Beaucoup pour small. Trafafas. No oui. C'est merci now. Merci. Manish. Thank you.